Quand on est un enfant, on trouve toujours des bateaux pour faire la guerre. On s'invente des personnages, tantôt pirates au grand cœur, tantôt capitaines militaires, au destin bienfaiteur. On traverse toutes les mers du monde au mépris des dangers, toujours vainqueur et malheur aux vaincus. Ensuite, les années passent, on grandit, on vieillit, et pour beaucoup d'entre nous, ces rêves de chevaliers et de conquêtes s'épuisent peu à peu. D'autres, en revanche, ont trouvé le moyen de conserver en eux ces souvenirs d'enfance. En France, partout où il y a de l'eau, il y a des joutes. Le principe de ce sport traditionnel est simple. Deux hommes juchés chacun sur son bateau doivent faire tomber son adversaire à l'aide d'une lance. Officiellement, la Fédération française reconnaît 5 méthodes de joute très différentes, parce que si le principe est le même, les méthodes diffèrent grandement selon la région dans laquelle elle est pratiquée. Il y a les méthodes alsaciennes, parisiennes, lyonnaises givordines, languedociennes et provençales. La dernière fois que la Fédération française a réussi à réunir ces 5 techniques, c'était pour la finale des championnats de France en septembre 2003 à Loire-sur-Rhône. Franchement, c'était sublime. Et je pense que c'est une récompense pour tous les dirigeants de clubs, de différentes ligues. C'est une récompense parce que organiser un truc comme ça, c'est le summum, quoi. C'est beau, hein. Christian Després, lui, est un spécialiste de la joute provençale. Licencié à Martigues 3 fois champion de France, Christian a marqué de son empreinte l'histoire de sa joute. C'est plein de bons souvenirs. Je veux dire, j'ai passé des moments inoubliables. Je veux dire, si dans ma vie on devrait me lever ces moments, je crois qu'à la limite je préférerais que ma vie s'arrête avant. Quand je rencontre des gens, quand je vais au marché, tout ça, il y a des fois des gens que je connais pas, quoi, qui viennent me voir jouter, qui parlent de moi, je ne sais pas qui c'est. Mais bon, ça fait plaisir, quoi, on se prend un peu pour une star, ça temps. Sulle capo da mattinco mi desferia, tutta la nuit ma sovvengo mi veille. La méthode provençale est considérée comme la plus violente des méthodes de joute. Elle se pratique dans le sud-est de la France, de la Camargue jusqu'à Nice. Particularité de cette technique, c'est la seule qui autorise le jouteur à se jeter sur son adversaire bien avant l'impact. Du coup, le choc est énorme. C'est physique parce que bon, quand il y a un type en face qui fait 110 ou 120 kilos, qu'il faut lui rentrer dedans pour le faire tomber, c'est clair que c'est physique. Je veux dire, si on a un poil de retard au moment où on va chercher le gars en face, c'est sûr que si on lui donne pas l'impact, on ne peut pas le lever. Un joueur qui joue bien, normalement il se fait pas mal. Je veux dire, c'est pourquoi? Parce que le coup il va prendre sur le plastron. Je veux dire, le joueur qui est en face, il va pas te viser une partie de ton corps où il n'y a pas le plastron. Donc, logiquement, si tu te présentes bien à lui, il ne te manquera pas. Et si toi, après, tu fais pas une esquive ou quoi, le coup de lance va prendre. Bon, si tu es moins fort, tu pars à la mer. Mais je veux dire, normalement, on se fait pas mal. On a des lances qui font 2,70 m ou 2,80 m de long suivant les sociétés. En général, on les a toutes de la même longueur. Elles font 45 mm de diamètre. Et on arrive à voir sur une passe le bris des deux lances. Donc ça prouve l'impact et la violence qu'a la joute méthode provençale. Les garçons sont assez protégés. On a des coussins qui nous protègent on a entre le torse et le plastron, où on a des mousses noires qui arrivent à encaisser des 500 kg au millimètre carré. Donc ce sont des coussins qui sont assez costauds et qui nous protègent parce que sinon on aurait des côtes fêlées ou même éventuellement des côtes cassées. La main gauche est prise par un carré, par un témoin qu'on appelle, pour éviter de prendre la lance de son adversaire d'en face. Juché sur un plateau appelé la Tintaine, le jouteur provençal doit absolument affronter le choc, le buste droit. Interdiction d'esquiver le coup en tournant la poitrine, interdiction aussi d'être pieds joints au moment de la frappe. À mes gamins que j'apprends aux joutes, je dis, vaut mieux que tu prennes un bain propre, et que quand tu viens sur le quai, que tu marches droit à la tête haute, qu'on ne te la fait pas baisser. Que si tu vas faire un coup d'esbrouf à un jouteur, ça va te rester. Ça va te rester toute ta vie, tu vas le supporter, ça. Autre particularité de la méthode provençale, et non des moindres, ici les plus minces peuvent affronter les plus gros. C'est la seule méthode qui ne différencie pas les jouteurs en fonction de leur poids.
un joueur de gabarit moyen peut lever. Il y a un gars, El Moudi Farid, qui a été champion. Je veux dire, c'était un garçon à l'époque qui était élevable, il faisait 80 kilos, quoi. Je veux dire, et pourtant il levait des types de 120, de 130 kilos. Il y a qu'il était au top de sa forme, il avait bien l'œil, c'était un beau joueur. Après, c'est les générations qui continuent, c'est d'autres joueurs qui arrivent. Mais chez nous, pas forcément, tous les champions ont été gros. Moi, je veux dire, mon premier titre, je faisais 90 kilos, et mon dernier titre, avec les années, je faisais 103 kilos, quoi. Mais bon, il faut s'adapter à son poids et au joueur qui est en face. C'est clair que c'est un sport. Moi, je veux dire, avant nous, le premier coup de lance qu'on mettait à l'époque quand j'ai commencé, c'était pour le tournoi de la Saint-Pierre, c'est-à-dire fin juin. Maintenant, moi, j'entraîne les gamins à Martigues. À partir de début mai, je commence les entraînements. Je veux dire, ils arrivent au tournoi de la Saint-Pierre, qui est le premier tournoi officiel. Ils ont déjà 2 mois d'entraînement. Et après, bon, il y a 3 mois de compétition qui arrivent derrière. Ça fait quand même, le joueur, il joue pendant 5 mois presque. Il file peut-être 400 ou 500 coups de lance, c'est un gamin qui est régulier. C'est plus dur qu'avant, c'est clair que c'est plus dur qu'avant. Un joueur moyen, quand il devait donner 10 coups de lance ou 15 coups de lance dans la saison, c'était le bout du monde. Et puis bon, l'arbitrage a changé, je veux dire, c'est plus les mêmes méthodes, et ça évolue. Bon, c'est sûr que si la lance elle vient caripée ou quoi, on peut la prendre. Ça m'est arrivé moi de la prendre dans l'épaule, ça m'est arrivé une fois de la prendre dans le mollet, que je me suis ouvert le mollet. Mais bon, c'est rare. Moi-même avec 16 points au mollet, le dimanche d'après j'ai quand même jouté. C'est comme ça, je veux dire, je me suis mis des bandes et c'est comme ça, c'est la passion. Celle-là, c'est la plus connue. C'est la joute qu'on voit régulièrement aux images à la télévision. C'est la plus folklorique. C'est la plus jolie au niveau décor. Les jouteurs sont tout en blanc. Les bateaux, bon, ils ont de très jolis bateaux. Les arbitres sont habillés tout en blanc. Je veux dire, c'est clean, c'est propre. Bon, ça plaît à beaucoup de gens. Et bon, moi, je sais que j'ai vu la Saint-Louis à Sète, qui est un des tournois les plus beaux de l'année. Il y a toute la ville qui va voir la Saint-Louis. Je veux dire, sans parler des jouteurs qui jouent ce jour-là, ils ont toute la ville derrière eux. Donc, je veux dire, il y a tout qui s'y prête. Donc, ça peut faire quelque chose de très joli, quoi. La méthode languedocienne, c'est très simple. Vous prenez l'étang de taux, donc autour de Sète, Metz, Agde, Frontignan, et vous avez toutes les joutes languedociennes se font autour du bassin de Thau. À Sète, bon, à la création de la ville en 1566, il y a eu des joutes qui sont arrivées autour, évidemment. Les gens qui construisaient la ville, construisaient le port, se prenaient à faire des joutes, et donc c'est devenu un thème, c'est devenu un jeu, c'est devenu des défis entre personnes. Bon, au départ, c'était des défis entre groupes de personnes. Et en réalité, à Sète, c'était la jeunesse contre les mariés. Donc, les mariés de l'année prenaient les jeunes qui n'étaient pas encore mariés. Bon, après, ça s'est fait individuel. Après, se sont créées les sociétés de joute. Nous avons des sociétés qui ont maintenant plus de 100 ans. Et puis, bon, ça a continué comme ça. Ils ont les Tintin avec le plateau un peu en système de banane pour bien mettre leurs pieds, parce qu'il faut pas un grand écart, mais disons un demi-grand écart. Disons que c'est le bateau qui va au contact du jouteur. Que nous, la différence, c'est que en plus qu'on a le bateau qui va au contact, on a le jouteur lui-même qui va au contact.
Le coup qu'ils aient le plastron sur l'avant-bras, je trouve qu'ils esquivent, que le coup est esquivé énormément, parce qu'ils ont juste à plier le bras pour que la lance elle rippe et que elle s'en aille. On le voit énormément. Je veux dire, un coup de lance qui prend et qui tient, j'en ai pas vu beaucoup. La barque est quand même lourde, hein. La barque, elle fait à vide avec le poids dedans, parce que nous avons des gueuses en acier à l'intérieur ou en plomb, enfin bref, ça fait dans les 2,5 tonnes, avec les rameurs, avec les jouteurs qui sont en attente et tout, ça fait quand même des barques à peu près de 5 tonnes en fonctionnement. Et donc vous voyez un petit peu, un petit calcul rapide, 5 tonnes lancées à 10 km/h l'une contre l'autre, vous voyez l'impact que ça peut donner au bout de la lance, quoi. C'est assez énorme, donc ou on esquive ou on part à l'autre. Ouais, c'est physique. C'est physique, par contre, ils ont des catégories de poids. Je veux dire, nous, un jouteur de 70 kg peut tomber contre un gars qui en fait 140 ou 150. Un jouteur qui est d'un gabarit assez costaud, c'est clair que le petit gabarit n'a aucune chance. Hein. Donc c'est pour ça qu'ils doivent faire les catégories de poids. Nous avons des jouteurs de 70 kg qui jettent des jouteurs de 150 kg. Il n'y a pas de problème. C'est une question de déséquilibre. Vous avez une lance qui fait 2,80 m, et vous avez un espace sur le pavois avec la position du jouteur, parce que nous on n'a pas des positions fixes. Le jouteur se met dans la position qui se sent le mieux. Il faut voir l'arrivée de l'adversaire. Et à partir du moment où vous déséquilibrez soit d'un côté soit de l'autre, à 10 cm près, vous changez complètement le déséquilibre de l'adversaire. Donc c'est vraiment, il faut prendre l'adversaire, non pas dans sa force, mais dans son déséquilibre. Donc à nous, à l'œil, à voir avant qu'on arrive sur l'adversaire, où est-ce qu'on peut le prendre, et en connaissant un peu les adversaires aussi, on connaît leur déséquilibre, j'allais dire virtuel, parce que des fois, en changeant le pied, ça change tout. Les risques sont connus. Il y a les esquives déjà des jouteurs qui font que l'on peut prendre la lance ailleurs que dans le pavois. Hein. Vous avez beaucoup de jouteurs qui ont pris la lance en pleine figure. Donc vous avez beaucoup de points sur les visages, vous avez des points sur les corps. Mais ça fait partie du jeu. Il faut que la lance se plante. Et à partir du moment où la lance se plante, il ne peut pas y avoir de blessés. Mais effectivement, si les gens commencent à esquiver les coups, s'ils commencent à essayer de se retourner, s'ils commencent à essayer de dégager, là il peut y avoir des blessés. Ils partagent la Méditerranée et la passion d'un même sport. Et pourtant, Provençaux et Languedociens n'ont pas fini de défendre chacun leur tradition, chacun leur terroir et chacun leur méthode, à coups de joute verbale. Elle me plaît parce que il y avait du monde autour qui l'a regardé. Mais bon, je pense qu'il y a quand même plus de folklore que de sport là-dedans. Hein. Ils ont des lances avec l'embout de la lance qui est toujours enrobé de chiffon, un peu style alsacienne. Bon, l'avantage qu'ils ont sur les Alsaciens, bon, c'est qu'ils mettent ce plastron. Mais bon, personnellement, je trouve pas terrible comme c'est pas une joute qui m'inspire beaucoup, quoi. La méthode de joute parisienne date, d'après les archives, de 1400-1500. On joutait à Paris en méthode parisienne. On joutait sur tous les canaux de la Nièvre, les canaux du nord, les canaux du centre, parce que c'est un sport de marinier, c'est un sport de flotteur. Allez Loïc! Allez Jean-Michel! Allez Loïc! Allez Loïc! Allez Loïc! Allez Loïc! Pourquoi des petits bateaux? C'est pour ça, parce qu'on joue sur des canaux, sur des petites rivières. Donc c'est ça la particularité. Et il y a même des endroits où on ne peut pas mettre les rames, où on tire à la corde. Loïc! Ouais! Je vois ce carré que tu lèves pas, tu descends en la panne. À l'heure actuelle, ils ont une protection en joute parisienne sur la poitrine, mais dans le temps, la joute traditionnelle, ils joutaient à poitrine nue.
Je sais qu'il y a une catégorie de poids aussi, je crois, si je me souviens bien. Hein. Mais disons que la force, elle se fait quand le contact de la lance, quand la lance est posée sur les plastrons des jouteurs, c'est à celui-là qui a le plus de force, qui résiste le plus, qui reste sur le bateau, qui gagne. Mais je trouve pas qu'il y ait un gros contact, quoi, que ce soit vraiment spectaculaire, quoi, comme certaines joutes, quoi. En plus, je vois, il y a pas mal de filles qui le font, et elles ont aucun truc à démériter vis-à-vis des hommes, donc à partir de là... Comme vous pouvez le remarquer, regardez la corpulence des champions de France et des championnes, ce sont des sportifs. C'est une joute d'adresse et c'est une joute de force et c'est une joute d'équilibre. Il n'y a pas plusieurs techniques, la seule technique c'est la poitrine et c'est de désarçonner son adversaire. Elle lui a enlevé l'effort que lui il pratique de l'autre côté comme dans toutes les méthodes de joute. Maintenant de la Ligue Rhône-Alpes, c'est-à-dire de Lyon, d'en dessous de Lyon, qui viennent pratiquer ces méthodes de joute. Vous avez l'exemple aujourd'hui, Saint-Romain-en-Galles, ils ont les championnes de France de toutes catégories féminines en joute parisienne. Donc la joute parisienne progresse énormément dans tous les départements français. D'ailleurs, je crois que c'est la parisienne, c'est celle qui s'est le moins visionnée par le public. Hein. Donc ça n'a pas... Mais bon, quand on a comme je dis, quand on a la passion des sports, c'est clair qu'eux, peut-être ils en parleraient, ils trouveraient des défauts à la nôtre, qui mettraient la leur sur un piédestal. S'ils le font, c'est qu'ils ont la passion de le faire et que ça doit leur plaire, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, et en plus, c'est les Parisiens, je veux dire, on est à Marseille et ça, ça a du mal à passer, quoi. Imaginez une lance longue de 6 mètres à planter dans un petit carré de 10 cm de côté, le tout juché sur un bateau en position de grand écart. Il fallait bien être lyonnais pour inventer une méthode à la fois si compliquée et si spectaculaire. C'est une méthode qui est installée dans la région Rhône-Alpes et dans le nord de la France depuis très longtemps. On a des photos du début du siècle, du XXe siècle, il y a 100 ans, où les gens étaient déjà sur les bateaux de cette façon. Alors maintenant, les jeunes sont au grand écart, les jouteurs sont au grand écart. À une époque, ils avaient plutôt tendance à être un peu plus haut sur le tabagnon et se servir plus des bras. Il faut être un très grand sportif, très souple, très fort, des jambes bien sûr, parce que c'est vrai que les membres inférieurs, surtout la jambe qui est à l'arrière, a un choc phénoménal. Il faut travailler tout l'hiver pour s'entraîner, pour s'assouplir et ensuite se muscler pour pouvoir tenir des lances qui sont quand même d'un poids important, puisque le poids de la lance sur la main qui tient à l'avant la lance est de 70 à 80 kg, hein, c'est énorme. Cette méthode est la méthode préférée de Christian Després, le champion martégal de joute provençale. Celle-là, franchement, elle est spectaculaire. Moi, elle m'a vraiment bien. D'ailleurs, c'est celle qui m'a plu le plus. Déjà, bon, j'ai vu la préparation des jouteurs avant qu'ils jouent. Ils faisaient vraiment un échauffement comme un type qui va faire un marathon ou quoi. Le type, il s'échauffait les jambes pour faire le grand écart.
c'est pas demandé à tout le monde de faire un grand écart. En plus, ils ont un petit plastron et il faut que la lance elle aille à l'intérieur de la cible qui se trouve au milieu du plastron. Il n'y a pas beaucoup d'esquive parce que justement les bateaux ils vont doucement. Il faut viser. Il n'y a qu'un endroit à viser, donc on ne peut pas esquiver. Non, franchement, celle-là m'a bien plu et elle est spectaculaire. Elle m'a toujours plu celle-là. Non, il faut y aller au charbon avec la lance. Alors, moi je te le dis. Il a relevé C'est un choc énorme, on les voit sur les bateaux, ils sont au grand écart. L'impact dans le plastron est énorme. On a calculé grosso modo une force de 6 tonnes au moment de l'assaut qui est pris en direct sur ce bateau. Le seul truc que j'ai à lui reprocher, c'est que c'est une belle joute, mais sur des jouteurs de gros calibre. J'ai vu jouter des jouteurs qui devaient faire au moins 90-100 kg là. Il y avait la lance qui giblait complètement et ça devenait une catapulte quoi. Quand le type il lâchait, c'est beaucoup les jambes, quand les jambes le lâchent, il partait, il faisait un recul en arrière comme c'est pas imaginable. Hein. Non, franchement ça m'a bien plu. C'est très convivial les joutes. Hein. C'est vrai que bon, il y a tout cet aspect sportif, mais il y a le folklore qui va avec. Nous en Provence, c'est vrai que vous aimez faire la fête. Nous dans la région Rhône-Alpes, on aime aussi faire la fête. C'est quelque chose de super les joutes. Ils n'ont pas de plastron, déjà d'une. Ils tiennent la lance avec les deux mains, mais il n'y a aucun plastron. Et donc ils ont l'impact de suite sur la poitrine. Mais bon, au bout c'est quand même une boule de chiffon. Moi personnellement, c'est celle qui m'a fait le plus d'effet sur les joutes que je connaissais. Pour son truc viril quoi. C'est des lances de l'Alsacienne. C'est lourd. C'est pas mal, hein. C'est mou. C'est mou? Ouais, c'est mou. Oh Loulou, on joue toi? Oui. Tiens, mais combien? En Alsace, particulièrement en Alsace. Ça se pratique aussi maintenant dans le nord. C'est parce qu'à Strasbourg, il y avait beaucoup de mariniers. Alors, on faisait des joutes sur des bateaux de pêche. Et alors, ça a commencé par ça. Dans le temps, on faisait ça sur l'île, c'est-à-dire en plein centre de Strasbourg, sur l'île. Et il y avait une corde qui était d'un côté à l'autre. Et il y avait une loi qui était accrochée. Elle était pleine de graisse. Et quand les shooters passaient, pour l'attraper, ils glissaient et tombaient dans l'eau. C'était un peu une tradition. Hein. 0 pour Benzenik.
Alors les deux jouteurs à l'eau, donc 0-0. Ça ressemble un peu à la parisienne. La lance, elle fait 3,75 m. Et elle fait 55 mm de large. Oui, il n'y a aucune protection, il y a un tampon, il y a de la mousse. Et devant, le tampon, et le shooter comme ça, sans protection. Bon, ça fait un peu mal, mais enfin mal, je ne peux pas dire mal, mais on le sent. Hein. Là, le coup que c'est une boule, bon, c'est vrai qu'ils se sont fait mal parce que j'ai vu 2-3 jouteurs qui apparemment ils s'étaient cassé une côte ou quoi, mais bon, moi personnellement, toutes les saisons, je m'en casse 3. Mais bon, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Si j'aurais eu le temps, j'aurais bien aimé essayer. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que ils ont droit à l'erreur. Je veux dire, il faut 2 passes gagnantes pour que le jouteur soit éliminé. Bon, que nous, on est à élimination directe, quoi. Donc, c'est quand même un avantage qu'on pourrait essayer d'associer à la nôtre ou pour essayer d'améliorer sur certains trucs. Hein. On a des bateaux qui font 9 mètres de long, 1,25 m de large et aucun moteur. Il y a 4 rameurs dans un bateau, un barreur. Et les 4 rameurs et le barreur, c'est des shooters. Ils se relayent à tour de rôle. Il est accroupi avec le pied derrière, un pied devant, et il va un peu dans le genou et il vise la poitrine de l'adversaire. Et quand les bateaux se croisent, c'est là à ce moment-là que la chute se fait. Il gagne, il tourne la lance 3 fois au-dessus de sa tête pour voir s'il a encore l'équilibre. Et c'est au moment qu'il tourne la lance et il tombe dans l'eau, il a perdu. Ah ouais, non mais c'est clair que quand le tournoi se finit, je pense qu'il doit être fatigué physiquement, hein, parce que de ramer, bon, c'est vrai qu'ils ont des embarcations qui sont quand même relativement légères, c'est à fond plat, donc ça se déplace facilement. Mais bon, c'est vrai que c'est pas évident, quoi. Qu'ils viennent d'Alsace, de Paris, de Lyon, du Languedoc ou de Provence, tous ces jouteurs ont la même passion pour leur discipline. Tous ont conservé en eux un petit bout de leur mémoire d'enfant qui rejaillit chaque fois qu'ils s'emparent d'une lance. Toutes les joutes, on revient aux chevaliers de l'époque qui se trouvaient sur des chevaux, quoi. Et en réalité, on est tous des chevaliers et on a envie de devenir le meilleur chevalier de la journée et de l'année, voilà. Après plus de 2 mois de compétition tous les dimanches, la saison de joute s'achève pour tout le monde fin août, début septembre, avec la finale des championnats de France comme apothéose. Les bateaux sont ensuite sortis de l'eau durant l'hiver, les moteurs et transmissions sont révisés, les coques sont repeintes. Quant aux jouteurs comme Christian, au sec lui aussi, il essaie tant bien que mal de prendre un peu de recul sur la saison passée. C'est dur à évacuer, même l'hiver, moi personnellement, j'y repense, je me dis, putain, c'est passé rentré, t'as manqué peut-être de métier ou de, je sais pas, le stress et tout. Mais bon, c'est vrai que l'hiver, on refait les tournois au ralenti, quoi. Et je crois que c'est encore plus dur parce que on analyse mieux les coups de lance. Alors, des fois, ça empêche de dormir un peu la nuit. Dans quelques semaines, c'est une nouvelle saison qui redémarre et les rêves d'enfants qui ressurgissent. On s'invente des personnages, tantôt pirates au grand cœur, tantôt capitaines militaires au destin bienfaiteur. On traverse toutes les mers du monde, au mépris des dangers, toujours vainqueurs et malheureux vaincus. Basta che come campa che ci ami nei racco,